Vous êtes bien dans la grande édition de TV7. Nous sommes le lundi 15 septembre, c'est l'heure de votre journal. Voici les titres. Vivre près d'une exploitation viticole est-il dangereux pour la santé ? Les vignes comptent parmi les cultures les plus consommatrices de pesticides. Les riverains sont particulièrement exposés selon une étude publiée aujourd'hui. On en parlera avec Antoine Rivalin. Au rayon justice, 2 hommes sont jugés depuis ce matin devant la cour criminelle de la Gironde. Ils sont accusés de proxénétisme aggravé sur des adolescentes confiées à l'aide sociale à l'enfance. Ils risquent entre 15 et 20 ans de réclusion criminelle. Et puis en sport, les clubs bordelais ont vécu un week-end compliqué. En rugby, l'UBB a pris l'eau sur la pelouse du Racing hier soir. Défaite 44-32 en top 14. En football, les Girondins sont toujours à la peine en National 2. Samedi, ils ont été battus 2-1 à Saint-Malo. Des pesticides retrouvés dans les cheveux d'une enfant de 2 ans. C'est le résultat d'une analyse commandée par son père, inquiet de leur utilisation dans des champs situés près de sa maison. La famille vit à Loumeau, en Charente-Maritime, un département où le risque de cancer pédiatrique est supérieur à la moyenne nationale. Reportage de nos équipes en région. Théo et sa famille vivent face à ce champ et voient chaque année les machines agricoles en plein épandage. Du coup, on en prend conscience. Oui, il est en train d'épandre une substance et il faut faire attention. Alors, il fait tester les cheveux de sa fille de 2 ans et demi auprès d'un laboratoire spécialisé dans la détection de pesticides. Résultat, 4 sont détectés, tous pour l'usage agricole. On ne compte pas s'éterniser, mais qu'on soit à Loumeau, ici en face du champ, ou à Loumeau, dans Loumeau même, à 1 kilomètre d'ici, je ne sais pas si ça changera grand-chose, parce que comme je vous disais, il n'y a pas un mur qui s'arrête juste devant notre maison. Selon cet ingénieur du laboratoire, c'est le cocktail de ces 4 substances qui pose question. C'est des pesticides qui sont autorisés en France actuellement. Il y en a un, le fludioxonil, qui a été reconnu perturbateur endocrinien. Les autres, on n'a pas forcément beaucoup d'informations. La famille a aussi fait tester l'eau de leur robinet. Les résultats tombent. 2 herbicides interdits depuis 20 ans ont été détectés à haute dose. Le métabolite de l'atrazine qu'on a retrouvé, il est suspecté cancérigène. Ce serait plutôt des restes de tout ce qui a été utilisé pendant des décennies et des décennies. Contactés, les représentants des agriculteurs n'ont pas donné suite. À Loumeau, d'autres familles veulent se faire tester pour alerter davantage les autorités. Et parmi les cultures les plus consommatrices de pesticides, les vignes figurent dans le peloton de tête. Une source de préoccupation pour les riverains qui redoutent les conséquences sanitaires. Et justement, une enquête nationale a été publiée en fin d'après-midi. Elle mesure l'exposition aux pesticides pour les riverains des vignes. Antoine Rivalin, bonsoir. Bonsoir Johan. Antoine, qui est derrière cette étude et surtout, quelles conclusions faut-il en tirer ? Eh bien, l'étude a été réalisée par l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et santé publique France. Les conclusions de l'étude, qui s'appelle Pestirive, je le rappelle, ne sont pas une surprise. Elles se concentrent uniquement sur l'exposition des populations aux pesticides. Et logiquement, les personnes vivant près des vignes sont plus exposées que celles vivant loin de toute culture. Maintenant, d'un point de vue chiffre, presque 2700 personnes ont été testées, adultes comme enfants, sur 265 sites étudiés, dont certains en Nouvelle-Aquitaine. On a retrouvé la présence de 12 pesticides dans la quasi-totalité des échantillons d'urine des populations testées et presque 20 pesticides différents ont été retrouvés dans les échantillons de cheveux, évidemment pour les personnes vivant à proximité des zones viticoles. Et est-ce qu'on peut mesurer les conséquences sur la santé des personnes contaminées ? Eh bien oui, si l'étude Pestirive, elle, ne fournit pas d'informations sur l'état de santé des populations exposées aux pesticides, d'autres études l'ont montré. C'est le cas de Génération Future, une association de défense de l'environnement. Ils se sont appuyés sur d'autres travaux de Santé publique France et de l'équipe de recherche INSERM Epicéa. Et là, le résultat est plus alarmant. Il y a un risque de développer certaines pathologies lorsque l'on est exposé aux pesticides. Certains recensés dans l'étude sont par exemple le folpel, utilisé généralement pour lutter contre le mildiou, ou le glyphosate, jugé l'un des pesticides les plus dangereux car répandus partout dans le monde. Pour ce qui est des maladies, à l'exposition, il y a 5 fois plus de risques de développer la maladie de Parkinson, 2,6 fois plus pour la maladie d'Alzheimer et un risque accru de lymphome, de leucémie ou encore de multiples cancers. À noter que les enfants de 3 à 6 ans sont davantage touchés que les adultes. Dans l'enquête qui a été publiée aujourd'hui, est-ce que Santé publique France et l'ANSES ont quand même des recommandations ? Exactement, des recommandations. Il y en a pour les professionnels du secteur. D'abord, il faut limiter l'utilisation des pesticides au strict nécessaire et mieux informer les habitants lors de leur utilisation.
Du côté des riverains, quelques gestes du quotidien pourraient bien diminuer l'exposition, comme se déchausser devant la porte de son habitation, sécher son linge en intérieur ou disposer d'une VMC, par exemple. Mais pour Cyril Giraud, que j'ai rencontré cet après-midi, relais local à l'association Génération Future à Bordeaux, les riverains ne doivent pas modifier leur quotidien pour des pesticides, il faut plutôt changer les pratiques agricoles. Écoutez. Ces recommandations sont sans doute utiles, mais c'est quand même pas normal qu'on demande aux riverains d'adapter leur comportement alors que dans les champs sont pulvérisés des produits qui sont toxiques pour leur santé. C'est vraiment les pratiques agricoles qui doivent évoluer de manière à mettre en sécurité les riverains, quel que soit leur mode de vie à proximité de ces parcelles-là. Et on sait aujourd'hui, depuis les rapports de l'ONU, qu'on sait nourrir 10 milliards d'humains sur Terre 100% en agriculture biologique. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire, sachant que par ailleurs, les gens qui mangent bio ont un risque de cancer moins 25% par rapport à ceux qui mangent classique. Et oui, pour finir, Johan, la question de l'exposition aux pesticides est très concernante concernant notre département. En Gironde, près de 80% des exploitations agricoles sont des vignes. Merci beaucoup Antoine. Dans l'actualité judiciaire, le procès de 2 hommes s'est ouvert ce matin devant la cour criminelle de Gironde. Ils sont accusés de viol et de proxénétisme aggravé sur des adolescentes confiées à l'aide sociale à l'enfance. Le verdict sera rendu mercredi. Les accusés risquent entre 15 et 20 ans de prison. Océane Archambault. L'alerte est donnée fin 2021 par le Centre départemental de l'enfance et de la famille à Eysines. En échange d'argent, de cigarettes ou même de maquillage, Yanis Saint-Élie aurait géré la prostitution de 5 adolescentes placées à l'aide sociale à l'enfance. Pendant leur fugue des foyers, l'homme organisait jusqu'à 6 passes par nuit dans son appartement à Mérignac. La question a été posée à M. Saint-Élie s'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés. La réponse a été non, sauf pour deux infractions qui sont la détention de stupéfiants, de produits stupéfiants et la non-communication du code de son téléphone portable. Pour le reste, aujourd'hui, la position, en tout cas ce matin, c'est non, il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Également accusé du viol de l'une des adolescentes, l'accusé dénonce un complot. À ses côtés, un Talençais de 25 ans. Le complice aurait servi d'intermédiaire entre l'accusé et les jeunes filles, dont 2 étaient âgées de moins de 15 ans au moment des faits. C'est des mineurs qui sont bien plus vulnérables, bien plus fragiles, donc ce sont des proies bien plus faciles. Et c'est pour ça que nous, association de protection de l'enfance, on trouve que c'est important d'être là afin de mieux comprendre en fait comment tout ça peut se mettre en place et voir comment on peut agir pour protéger encore un peu plus ces mineurs qui, je le répète, sont des proies faciles pour les proxénètes. Le procès devra déterminer comment Yanis Saint-Élie a poussé 5 adolescentes à se prostituer, à créer des comptes sur des sites d'escorte, à répondre aux messages des clients ou encore à organiser des passes dans son appartement où lui-même montait la garde. Yanis Saint-Élie et son complice, un Talençais de 25 ans, sont jugés devant la cour criminelle de la Gironde pendant 3 jours pour proxénétisme aggravé sur mineurs et complicité. Et puis toujours au rayon justice, on l'a appris aujourd'hui, un détenu libéré par erreur de la prison de Bordeaux-Gradignan le 30 avril dernier a été interpellé par la police le 3 septembre à Saint-Jean-d'Illac en Gironde. Il a été remis en prison le lendemain. Cet homme de 25 ans avait été confondu avec un autre détenu dont le nom de famille est très proche. Il continuera donc de purger une peine de 10 ans de prison pour vol avec violence ayant entraîné la mort. En revanche, il ne sera pas poursuivi pour évasion car il s'agit d'une erreur administrative. Un tout autre sujet maintenant, ils fleurissent un peu partout en France. Les bouillons sont l'une des grandes tendances culinaires du moment. Le principe de ces restaurants populaires, des grands classiques à petit prix, servis dans des brasseries façon 19e siècle. Bordeaux n'échappe pas à la mode, les bouillons ouvrent les uns après les autres. Juliette Huard. C'est quoi un bouillon pour vous ? Je sais pas ce que c'est. Non. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. C'est un restaurant, bon, je trouve pas trop cher. Un bouillon, c'est la chaîne de restaurants qu'on a sur Bordeaux, enfin, peut-être ailleurs aussi d'ailleurs. Si certains Bordelais ignorent encore ce qu'est un bouillon, il est pourtant devenu incontournable. Apparu au 19e siècle à Paris pour nourrir les ouvriers, le bouillon propose une cuisine française rapide et simple à bas prix. Œufs mayonnaise à 2,50 €, bœuf bourguignon pour moins de 10 € ou encore une mousse au chocolat à seulement 4 €. Un concept en plein boom porté par le succès des célèbres bouillons Chartier et Pigalle dans la capitale. Mais depuis quelques années, ces établissements purement parisiens s'exportent un peu partout en France et notamment à Bordeaux. Ici, il est à peine 12h30 et la terrasse est déjà bien remplie. Moi je prends les œufs maillots, tu prends les escargots, on fait moitié-moitié, on teste, on voit si c'est bien fait.
Après, cuisse de canne à confit pour moi. Ouvert de midi à minuit sans interruption et repas entrée plat dessert pour moins de 20 €, Christian et William se sont laissés tenter. Première fois ici, on cherchait une adresse ouverte le lundi. Il y en a peu qui sont ouverts à Bordeaux, donc on s'est dit pourquoi pas venir ici. Et on sait aussi que c'est une adresse qui est pas trop chère normalement. C'est pour la découverte, c'est une adresse qui vient d'ouvrir sur Bordeaux. Et du coup, je suis avec mon ami, on est venu voir qu'est-ce qu'il proposait. Et c'est la première fois que je viens dans un bouillon. Depuis l'ouverture du bouillon de la gare en 2023, 3 autres ont ouvert dans la capitale girondine, place des Quinconces et dans les quartiers Saint-Pierre et Capucin, preuve que les vieilles recettes sont toujours à la mode. On passe au sport à présent. En rugby, deuxième journée du top 14. L'UBB a sombré hier soir pour son premier déplacement de la saison. Une défaite 44-32 sur la pelouse du Racing. Les champions d'Europe en titre qui ont raté leur première période, ils étaient menés 34-8 à la mi-temps. Et même s'ils ont réduit le score dans le deuxième acte, il faudra faire beaucoup mieux samedi pour la réception de Montauban. Et puis en football, les Girondins de Bordeaux retombent dans leur travers en National 2. Après 2 victoires consécutives, ils ont été battus samedi 2-1 sur la pelouse de Saint-Malo. Après 5 journées, les Girondins comptent déjà 6 points de retard sur la première place, synonyme d'accession à l'échelon supérieur. Écoutez l'entraîneur Bruno Herles, il ne mâche pas ses mots au micro de Guillaume Dreschler. Non, il mérite de gagner ce soir, il mérite avec ses qualités. On a été, nous, trop scolaires en première période. On a manqué j'avais parlé de caractère déjà en début de saison, j'en reparle à nouveau. Dans cette division, dans cette catégorie, il ne suffit pas d'être beau, de bien jouer, peut-être que c'est ce que voulait dire mon collègue, d'avoir une supériorité. Les occasions, on n'en a pas en première. En deuxième, on montre plus de caractère, c'est un peu plus fou, mais au moins on essaye de provoquer la chance. Et ça, il faut que mes joueurs l'apprennent, parce qu'on va en avoir besoin cette saison. Ouais, bien sûr, on ne peut pas se réjouir à notre niveau d'un but personnel lorsqu'on fait une défaite comme ça. Après, en seconde mi-temps, on a montré qu'on avait encore les ressources. On a eu énormément d'occasions. Le score aurait pu tourner en notre avantage, mais il faut prendre des leçons de ça et avancer. C'était le journal de la rédaction de TV7, l'essentiel de l'actualité locale. Tout de suite, on s'intéresse à la une de votre journal Sud-Ouest de demain. Et chaque soir, un membre de la rédaction de Sud-Ouest est en plateau pour vous présenter la une et les grands titres de l'édition de demain. Et ce soir, j'accueille Jean-Pierre Dorian. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir, vous êtes le directeur de la rédaction. Qu'est-ce qu'on pourra lire demain ? Alors on va dire, notre ouverture, le fait du jour, porte sur une situation qui est un peu inquiétante, on va dire, les cas de tuberculose bovine qui se sont multipliés ces derniers temps dans notre région. Alors en particulier, parce que c'est 1/3 des cas recensés sur toute la France, dans la Soule, ce petit coin des Pyrénées-Atlantiques, où il y a donc beaucoup d'inquiétudes. Il y en a aussi beaucoup en Dordogne et en Lot-et-Garonne, avec un des reportages d'ailleurs de notre fait du jour, avec un éleveur de Dordogne qui a dû abattre tous ces animaux. Et c'est le sujet, en l'occurrence, très angoissant pour ces éleveurs, c'est qu'il n'y a pas trop de solutions et que donc l'abattage paraît être la seule sortie pour cette maladie qui est transmise par le blaireau, sachez-le, mon cher Johan, et qui est malheureusement, et c'est beaucoup moins rigolo, transmissible à l'homme. Voilà. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une autre indiscrétion sur le Tour de France, la prochaine édition du Tour de France. Absolument, une petite info Sud-Ouest, on avait déjà annoncé que le Tour reviendrait dans nos contrées, parce qu'il nous avait un peu ignoré l'année dernière. On sait qu'il y aura un départ et une arrivée en Dordogne, on sait aussi, a priori, d'après sources sûres, parce que nos fins limiers ont bien travaillé, que le Tour fera escale à Bordeaux en 2026. Ce qui veut peut-être dire qu'il arrivera aussi de notre coin, de notre région, et qu'on aura donc une bonne séquence dans notre grand Sud-Ouest avec le Tour de France en 2026. Ce sera une très bonne nouvelle pour les amoureux de cyclisme. Mais merci beaucoup Jean-Pierre Dorian. Merci Yoann. On se retrouve demain ? Oui. Ça marche, à demain. À 6 mois tout pile des élections municipales, TV7 se déplace chez vous pour vous poser cette question. Et vous, que feriez-vous si vous étiez le maire de votre commune ? Cette semaine, C'est vous le maire vous emmène à Libourne, en Gironde. Antoine Rivalin et François Laurando ont tendu leur micro aux habitants et aux commerçants. Regardez.